Hop hop hop. Juste avant que l'épisode commence, j'ai deux annonces à vous faire. La première, le serveur Discord TTS 40K AOS France se lance comme serveur communautaire et organise plusieurs événements autour de Tabletop Simulator. Si jamais vous n'utilisez pas TTS, des vidéos courtes et en français sont prévues pour permettre d'apprendre les bases de Tabletop Simulator sur 40K ainsi que du système compétitif. Pour ceux avec le rôle sur le serveur Discord joueur tournoi 40K, le serveur lance son premier tournoi sur Tabletop Simulator, le TTF First. Les inscriptions commencent à partir du 9 janvier 2023 pour un lancement de la première ronde le 19 janvier. Chaque ronde durera une dizaine de jours pour s'achever le 27 février. Il y a aussi une courte campagne d'1 mois suivant le tout nouveau mode de jeu Boarding Action qui est en préparation. La campagne débutera fin janvier ou début février pour s'achever à l'arrivée de mars. Comme d'habitude, les rondes pourront être réaménagées en fonction de ceux participant au tournoi organisé par le serveur. Je me suis inscrit au tournoi, donc viendez tous, on va s'amuser. Tous les liens sont en description. Pour la seconde annonce, avec Félix de la Wargame Room, nous allons faire la couverture du Las Vegas Open, plus connu sous le nom LVO. Ce sera la 10e édition en comptant le No Open durant la période Covid. Il se déroulera avec le nouveau Chapter Approved Arks of Omen. Voici l'organisation de notre couverture. Sur ma chaîne Twitch, le mardi 24 janvier de 21h à 23h, analyse de liste en la compagnie de Félix et de quelques invités que nous tenons encore secrets, donc surprise surprise. Jeudi 26 janvier, pareil de 21h à 23h, deuxième jour pour les analyses des listes du LVO. Ensuite, sur la chaîne Twitch de la Wargame Room, vendredi 27 janvier, couverture du LVO 10 de 18h à 5h du matin, le samedi 28, couverture du LVO de 18h à 8h du matin, le dimanche 29 janvier, couverture du LVO de 17h45 à 5h du matin aussi. Nous allons vivre aux horaires US, donc préparez l'infusion de café car pour Félix et moi ce sera un véritable marathon. Pour vous dire, ce sera la première fois de ma vie que je ferai nuit blanche et sincèrement j'appréhende un peu. Dans tous les cas, je tiens à remercier la communauté de cette chaîne car c'est grâce à vous si j'ai l'opportunité de couvrir un événement aussi important que celui-ci, Frontline Gaming et Wargame Live, pour nous permettre d'utiliser leur flux vidéo et l'accès à l'événement. Tous les organisateurs et sponsors qui rendent l'organisation de cet événement possible aussi. Vous trouverez tous les liens en description. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bienvenue dans une nouvelle année et un nouveau système, car 2023 et Ark of Omen sont à nos portes. Dans la lignée de Warzone Nephilim de l'année dernière, le nouveau pack de missions Ark of Omen apporte à nouveau des changements spectaculaires au méta de 40K, avec de nouvelles règles de construction d'armées, des mises à jour des missions secondaires, avec Ark of Omen, la sortie simultanée des changements de points du Minitorum 2023 et de la Data Slate 2023 Q1 ajoute une complexité supplémentaire au paysage en évolution rapide. Pour vous aider à y voir plus clair, vous l'aurez deviné, nous commencerons avec un épisode dédié aux Arlequins, un Focus Faction. Depuis leur réédition avec le Codex Aeldari en février 2022, les Arlequins ont été problématiques. Dès le départ, ils ont atteint un taux de victoire de près de 80% grâce à des Void Weavers, des Star Weavers, vendus à des prix dérisoires, sans parler du trait Lightside As. En tant que faction, ils n'ont franchement jamais regardé en arrière. Les Arlequins ont été abordés directement dans presque toutes les data slates depuis leur sortie, mais les mises à jour ont toujours eu du mal à aligner la faction avec l'objectif déclaré d'un taux de victoire de 45 à 55%. D'ailleurs, vous pourrez voir sur d'anciens articles de Warhammer Community, MetaWatch, qu'ils sont en permanence situé à 58% de victoire. Et pourtant, c'est bien bas par rapport à la statistique réelle si on enlève les match-up miroirs. Des changements fragmentaires de leurs traits de faction light et dark, des traits de seigneur de guerre et des rôles pivots, des mises à jour significatives des points, et même un changement de capacité de base de la faction ont tous été tentés. Malgré tout, les Arlequins restent presque inégalés au sommet de la compétition, avec désormais un taux de victoire de plus de 57%. Ils continuent de bien se classer dans la plupart des formats de tournois. Il suffit de dire qu'à l'approche d'Ark of Omen, nous nous attendions à avoir un autre cycle de rééquilibrage visant à rapprocher les clowns de la moyenne. Oui, on va les appeler des clowns. Ce qui a changé. La série de mises à jour n'apporte pas une pile si importante de changements, mais pour le peu qu'ils ont été faits, sont profondément significatifs. Je vais d'abord énumérer ces changements, puis nous discuterons de ce qu'ils signifient pour l'armée et comment elle va être jouée. Commençons par Ark of Omen. Les modifications apportées à l'organisation des forces via le nouveau détachement permettent d'augmenter le nombre de troupes et de Star Weavers sans coût en points de commandement supplémentaires. Donc adieu les pertes de 2 points de commandement utilisés pour la patrouille en combinaison du bataillon que l'on a connu sous Nephilim, afin de monter à 8 ou 9 troupes. Les frères de bataille permettent aux Arlequins de s'allier sans briser Strain of Fate ou Power from Pain via le Traveling Player. Ceci est inchangé par rapport à Nephilim, mais a été réaffirmé. Nous avons aussi les réserves stratégiques qui ne coûtent plus aucun point de commandement. Les objectifs secondaires, Assassination, Grind Them Down
et Behind Enemy Lines accorde désormais un bonus de points de commandement pour l'accomplissement du secondaire avec une unité de troupes impliquée. Pratique pour une faction où les listes compétitives tournent toutes autour des troupes. Interrogation psychique a augmenté la valeur d'incantation à 5 au lieu de 4. De plus, le psycheur doit avoir une ligne de vue sur le personnage qu'il interroge. Behind Enemy Lines rapporte désormais 3 points de victoire pour une unité au lieu de 2. Engage on All Front n'a plus de restrictions concernant le centre du champ de bataille et marque désormais les 4 quarts de table si une unité est à plus de 3 pouces d'un autre quart de table, au lieu de 6. With Veils voit sa charge warp augmenter à 4. Et A Deadly Performance nécessite qu'une unité de base marque des points dans la zone de déploiement de l'adversaire. Ce que change la data slate. D'abord les avions. Désormais ils commencent le jeu en réserve et ne peuvent pas larguer de bombes dans un tour où ils quittent le plateau. L'armure de mépris a été supprimée dans tous les cas. L'Astra Militarum n'ignore plus les modificateurs d'armes de tir indirectes. Retour à la formulation originale du rôle pivot de l'architecte miroir et à celle du trait de seigneur de guerre faveur de Ségorache. Nerf de la sauvegarde invulnérable de chaque unité Harlequin passant de 4+, à 5+. Cela s'applique également au stratagème du Prismatic Blur et à des choses comme la relique Starmist Remnant, ainsi qu'une augmentation en points sur les rôles pivots Harvester of Torment de 25 points et Mirror Architect pour 35 points. Ce que tous ces changements impliquent. Je dois être honnête. Quand j'ai vu pour la première fois les changements, j'ai été un peu décontenancé par la radicalité du changement de sauvegarde invulnérable. Cependant, plus je réfléchissais au contexte global des mises à jour, plus j'étais déçu par cette série de changements. Je vais être franc. Dans cette critique, il est clair pour moi que Games Workshop n'a aucune idée du problème des Harlequins, ou ne sont pas disposés à consacrer l'effort nécessaire pour les corriger. Je ne cherche pas à ce que la faction soit détruite via un nerf hammer beaucoup trop rude, comme celui enduré par les Custodes, mais Games Workshop semble complètement perdu quant à ce qui fait que les Harlequins sont si bien installés dans l'environnement compétitif. Si vous voyez le changement de sauvegarde invulnérable et que vous êtes contrarié, eh bien, vous avez tout à fait le droit de l'être. Le changement manque de nuances. Les Harlequins seront toujours bons. Cependant, l'impact du changement est qu'ils deviendront si unidimensionnels, si ennuyeux que vous n'aurez tout simplement plus envie de les jouer. Puisqu'il y a si peu de datasheets dans l'armée, regardons simplement ce que ce changement de dataslate signifie pour chacun. Le Troop Master. Il conserve toute sa létalité de tuer un peu n'importe quoi, mais n'a absolument aucune chance de survivre après sa phase de combat, à moins de retourner dans son Star Weaver. Mais cela semble simplement retarder sa mort d'un tour et demi. L'achat de cire, probablement le seul QG que vous prenez. L'aura de -1 à la blessure va être critique pour la survie puisque vous ne pouvez pas compter sur l'invulnérabilité, ainsi que les relances via le Durrier, et vous aurez probablement besoin de doubler votre choix pour assurer le score sur les secondaires psychiques. Le solitaire. Je pense qu'il montre avant tout à quel point ce changement est irréfléchi. Quelle est la valeur d'un personnage de 110 points, dont le seul rôle est d'aller tuer quelque chose de mou à 1 km de distance, et de survivre assez longtemps pour être un problème. Rappelez-vous, le solitaire ne peut pas monter dans les transports. Il n'est pas particulièrement bien équipé pour tuer quelque chose de plus gros que l'infanterie lourde, et comptait auparavant sur une sauvegarde invulnérable 3+, à relancer pour devenir un problème. Eh bien, il a maintenant une invulnérable 4+, au mieux, et avec les changements des dés de chance encore en place, il est très discutable de le jouer. Dans tous les cas, il ne survivra pas au prochain tour, et pour 110 points, je ne vois pas pourquoi vous l'envisageriez dans votre liste. Le Death Jester, il n'a jamais compté sur l'invulnérabilité pour rester en vie, mais s'est plutôt promené dans son fidèle destrier Star Weaver et a joyeusement tiré à distance. La Data Slate ramène le trait original de la faveur de Ségorache, combiné à son rôle pivot, Harvester of Torment, lui permettant d'être un super sniper. Il est donc possible que vous l'emmeniez avec vous, mais c'est aussi beaucoup plus cher à 205 points, des Jester plus Star Weaver. Les troupes, vous n'avez qu'une seule option d'infanterie. Ils sont toujours votre unité principale et ils veulent toujours être dans des transports. Mais maintenant plus que jamais. Elles sont quelque peu renforcées par les changements secondaires généraux que peuvent vous donner des points de commandement supplémentaires. Les Skyweaver, tout ce que vous voulez faire avec eux, vous pouvez le faire avec les troupes et les Star Weaver. À 45 points de base la figurine, il n'y a pas beaucoup de raisons de les considérer maintenant qu'ils ont une invulnérable 5+. Et la plupart des avantages et des synergies qu'ils avaient gagnés à leur sortie ont été supprimés depuis longtemps. Ils ne sont pas mauvais en général, mais ils ne sont pas bons par rapport à vos autres options. Vous pourriez envisager une seule escouade de 2, juste pour foncer dans la zone de déploiement, afin de faire la combinaison de Behind Enemy Lines et Deadly Performance. Mais ce n'est pas une option bon marché. Les Void Weaver. Ils souffrent toujours de l'augmentation massive amenant son coût à 130 points par figurine, suite à leur sortie mal conçue. Vous avez peut-être envisagé d'en prendre 2 ou 3 auparavant, mais demandez-vous à quel point il est difficile de tuer quelque chose qui est endurance 5 avec 6 points de vie, une invulnérable à 5+. Même avec les règles de la fiche technique, il va rapidement plier sous n'importe quel tir dédié, et à ce prix, vous perdez une trop grande partie de votre armée qui aurait pu être mieux utilisée, à se déplacer rapidement quelque part et à marquer des points avant de mourir. Le Star Weaver, toujours le transport de base pour aller avec vos troupes. Franchement, vous en prenez probablement encore plus qu'avant avec le détachement Arc of Omen, ce qui est une bonne chose, car ils sont plus vulnérables qu'avant.
Il est difficile de sous-estimer à quel point le changement d'invulnérabilité est brutal. Il n'y a pas d'exception pour les personnages, les reliques ou les stratagèmes. Il est complet, et il élimine toute diversité dans une liste d'arlequins qui était déjà pauvre en options. En pratique, dans la plupart des cas, vous ratez 17% de sauvegarde de plus qu'auparavant, une baisse d'un sixième de votre capacité de survie, sans aucun retour sur le changement précédent des dés de chance, qui aurait pu rendre tout cela un peu plus acceptable. Puisqu'avec une invulnérable à 5+, si on pouvait faciliter la génération de relance via les dés de chance des arlequins, on aurait pu espérer une certaine résilience pondérée. Il reste un point positif. Les secondaires de l'armée n'ont pas changé de façon notable. Weavile a augmenté sa charge warp d'1, ce qui signifie qu'au tour 4 ou 5, vous avez plus de chances d'échouer. De façon réaliste, vous devez prévoir un 9 ou 12 points ici. Ce n'est certainement pas mauvais, et vous pourriez considérer Warp Ritual. Cela vous permettra de bouger en phase de mouvement, lancer le Warp Ritual en phase psychique, et votre second Psyker pourra Twilight Pathways, votre premier Psyker, afin de vous mettre en sécurité. Étant donné la nature du secondaire psychique, cela signifie que le Shadowseer est votre premier choix, et probablement le second. Autour de cela, vous regardez votre grande quantité d'options et vous choisissez des troupes, puisque Arc of Omen vous permet d'en prendre 12 maintenant, sans coût de points de commandement supplémentaires. Vous allez probablement en prendre au moins 8. Peut-être 10 ou plus. Ensuite, vous aurez besoin de leur donner une protection, car des unités endurance 3 avec un point de vie et une sauvegarde de 5+, n'ont pas tendance à survivre à grand chose, ce qui signifie que vous allez les mettre dans des Star Weaver. Donc félicitations, 3 fiches avec des chargements presque identiques et votre liste est construite. Peut-être que vous ajouteriez un Death Jester pour donner un peu de saveur à votre liste. Pour les secondaires, vous prendrez probablement Behind Enemy Lines, A Deadly Performance, puis Weavile, ou alors Warp Ritual. Et tout votre plan de jeu est basé sur le simple fait d'avancer et de prendre, ou prendre un objectif par tour. Et je vous garantis que vous obtiendrez quand même un très bon score. Mais ce ne sera pas très amusant ou excitant comme jeu. Comment jouer Harlequin dans Arc of Omen? Le score de l'Harlequin repose tellement sur le simple fait de se déplacer vers un objectif pour Deadly Performance, le centre du plateau avec Ritual Warp, ou la zone de déploiement adverse pour marquer Behind Enemy Lines et Deadly Performance. Et parce qu'il n'y a effectivement aucune raison de prendre quoi que ce soit qui ne maximise pas le mouvement et la durabilité, votre planification est assez indifférente vis-à-vis du jeu de l'adversaire. Le changement de l'armure du mépris signifie que vos canons shuriken et vos mouvements pour combattre ou infliger plus de dégâts à certaines armées, mais ce n'est pas vraiment pertinent. Votre plan de jeu entier est construit sur des scores passifs primaires et secondaires, et les seuls investissements en ressources que vous devez faire sont pour détruire des unités ennemies afin de vous permettre de prendre un objectif. Il n'y a tout simplement pas d'options ici, ou de considérations qui ont un sens quand on pense à la méta. Certaines factions, unités ou mécanismes qui posaient problème auparavant, les démons, les sœurs, les Sunshark Bombers, des taux, les harpies, des tyrannides, les spormines, etc., ne seront plus vraiment d'actualité et arriveront trop tardivement pour vous empêcher de marquer vos points de victoire ou qui les obligent à utiliser des points de renfort pour les générer. Cependant, les factions qui vont vous poser des problèmes seront toujours celles qui peuvent tirer efficacement avec un volume de tir élevé. Les ligues de Votann, l'Astra Militarum et j'en passe. Ils ont les outils nécessaires et les retrouveront maintenant que vous êtes moins résistant contre eux. Les Iron Hands sont également un nouveau concurrent pour le tir de qualité à haut volume, ce qui peut poser des problèmes pour les Star Weaver. Tout dépendra du terrain et de la façon dont vous pourrez vous cacher, vous mettre en scène, puis sauter pour marquer. Si vous pouvez largement éviter de vous faire tirer dessus, l'adversaire ne pourra pas faire grand chose d'autre que d'essayer de vous atteindre tôt, de vous forcer à sortir, et ou de vous garder cloué en arrière. Les troupes sont toujours capables d'infliger des dégâts, mais il vous manquera probablement les grandes escouades sur lesquelles vous pourriez empiler des stratagèmes, et par conséquent vous aurez probablement beaucoup de points de commandement. Mais vu qu'elles sont plus vulnérables, vous devez privilégier les embarcations. Les chevaliers de toutes sortes sont susceptibles de représenter un défi accru. Les chevaliers du chaos, en particulier, semblent être les premiers à bénéficier de ces mises à jour. Ils ont suffisamment d'attaque, d'une qualité suffisamment élevée, et la capacité de se positionner rapidement pour évaporer plusieurs Star Weaver en un tour. Une fois que les troupes sont au sol, elles ont exactement un tour ou moins de durabilité en elles, et les sauvegardes invulnérables vont être encore plus improbables. Si cela ressemble beaucoup au Necron de Nephilim, c'est parce que c'est le cas. Vous ne comptez que sur votre rapidité et sur le fait de marquer suffisamment de points avant d'être mis hors de la table. On en vient à la conceptualisation de la liste. En QG, 2 Shadowseer, la première avec les pouvoirs Twilight Pathway et Fog of Dreams, pour la relique The Loathing God Eyes. La seconde Shadowseer avec Twilight Pathway et Webway Dance. Pour les troupes, 10 unités de joueurs, dont 4 unités avec 2 kisses et 2 caresses, et une autre unité avec 1 kiss et 1 caresse. Le reste des unités étant nature peinture et toutes des unités de 5. En élite, le Death Jester avec le rôle pivot Harvester of Torment et le trait Favor of Segorash. On finira avec les transports d'Eastar Weaver.
Je ne vais pas prétendre que ce genre de mise à jour de l'équilibre est facile à faire, et l'équipe Games Workshop mérite des points pour avoir essayé. Il y a tellement de variables qui bougent en même temps que personne ne peut dire ce qui va se passer avec certitude, en particulier dans l'esprit des concepteurs de listes. Cependant, si vous ne commencez pas par comprendre fondamentalement le problème, les corrections que vous appliquerez ne seront jamais très efficaces. Il est possible, par conséquent, d'aggraver activement les choses ou, au minimum, de gaspiller complètement une opportunité d'améliorer l'expérience compétitive. Parfois, Games Workshop fait bien les choses, et parfois ils sont un peu comme perdus en mer. Je pense qu'il y a deux façons dont cela aurait pu être abordé. La première où nous avons vu le nerf de l'invulnérable, mais appliqué de manière beaucoup plus sélective. Et pour la seconde, une série plus étendue d'ajustements sur les mécaniques de la faction. Ce que Games Workshop avait commencé à faire, c'est d'essayer de réduire la durabilité de la faction, mais elle n'est pas nécessairement durable en soi. Il était difficile de cibler, avec une grande variance, les unités clés, les Starweaver. Et quand vous le faisiez, il y en avait toujours plus pour prendre leur place. Pourtant, je pense que la correction que Games Workshop a choisie pourrait fonctionner sans tuer la diversité. Déjà limiter des listes, si un peu plus de soin avait été pris. À savoir, appliquer le changement d'invulnérable au véhicule uniquement, réviser Deadly Performance pour qu'il y ait qu'un point de victoire pour chacune des 4 options, réalisées dans un tour, revenir sur les changements de la chance du dieu rieur, donc les dés de chance, mais limité à une fois par phase et par unité. Une baisse de points compensatoires sur les Voidweaver, durabilité réduite, d'environ 10 ou 20 points. Et garder les limitations sur les rôles pivots et le trait de seigneur de guerre. Ces changements auraient permis un peu plus de créativité et une concentration sur autre chose que le mouvement, avec si peu d'options pour infliger des dégâts, en particulier lors de la phase de tir. Les Skyweaver et Voidweaver doivent être considérés en termes de comment faire une armée équilibrée. Et cela signifie également que les secondaires doivent être légèrement modifiés pour encourager l'interactivité lors de la phase de tir. Le fait de modifier Deadly Performance pour récompenser partiellement les scores basés sur le mouvement est une incitation à apporter quelques unités capables de faire pression dans la phase de tir. Enfin, le fait de limiter le changement d'invulnérabilité au véhicule ne limite l'impact que pour Twilight, et les grandes escouades de troupes basées sur le mouvement. Avec tout ça, je pense que l'armée dans son ensemble aurait besoin d'être réévaluée à la base, avec un ajustement des points et un changement des fiches techniques des véhicules, ciblé sur l'absence de relance combinée à la mécanique de transhuman entre guillemets pour toucher. La 4+, no reroll touche. À la base, les Harlequins sont tout simplement trop bon marché, et trop durables en raison de la combinaison de la capacité de la fiche technique et du trait. C'est la capacité défensive la plus puissante du jeu, et elle a toujours été au cœur de la force de l'armée. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune raison pour que les buffs de la fiche technique des Starweaver et Voidweaver leur soient bénéfiques à distance d'engagement, ce dont ils n'ont jamais bénéficié en 8ème édition. La combinaison des buffs de la phase de tir et de la phase de combat a fait en sorte que les véhicules ont simplement ignoré une certaine masse critique d'attaque, quoi qu'il arrive, et qu'ils ont pu avancer de manière fiable, sans aucune considération réelle de risque et récompense pour le tir par rapport aux menaces de combat. L'élimination de l'avantage de la phase de combat aurait forcé un joueur d'Arlequin à au moins considérer son positionnement plus attentivement, sans que cela soit trop permissif, de peur d'être contre-attaqué de manière fiable. Dans le cas d'armées de combat qui se déplacent rapidement, ou d'unités de combat qui se téléportent, et qui risquent de s'exposer, cela donnerait l'opportunité d'engager les Arlequins avec une masse significative d'attaques qui pourraient faire de réels dégâts avant d'être contrechargés et éliminés. En fin de compte, les Shadowseer, les troupes et les Starweaver avaient besoin d'une augmentation de points, pour aller de pair avec une mise à jour de la fiche technique du véhicule. Ils sont le noyau de l'armée et l'augmentation des points sur les Shadowseer, troupes Starweaver ne reflète pas nécessairement les unités elles-mêmes, mais plutôt l'armée. Nous pourrions débattre du niveau exact des mises à jour de points nécessaires pour équilibrer les troupes et les Starweaver par rapport aux alternatives, mais elles devraient être orientées de manière à ce que les Voidweaver et les Skyweaver soient plus impactés en tant qu'alternative viable, et ainsi augmenter une partie de la diversité de liste qui fait défaut. Dans l'ensemble, l'armée devait compter en moyenne une troupe par Starweaver de moins qu'aujourd'hui, soit environ 8 à 10%, et être partiellement compensée par une mise à jour des points des Skyweaver et Voidweaver. Au lieu de cela, les joueurs sont obligés de s'appuyer de plus en plus sur la mécanique défensive à cause de l'absence de relance et de la capacité de transhuman pour toucher afin de survivre assez longtemps pour marquer des points, ce qui signifie encore plus de Starweaver et de troupes qu'auparavant. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je me suis basé sur l'excellent article de Gunhammer où j'ai fait quelques ajustements qui me semblaient importants pour une meilleure compréhension. Comme d'habitude, les liens sont en description et je vous souhaite à tous un excellent wargame.